Donc on démarre, Guide du routard 2014. Merci de votre curiosité. Merci d'être là, merci à l'équipe technique parce qu'ils font un gros boulot derrière pour enchaîner toutes les sessions. Et super, hein, ils nous ont mis l'image, ils ont mis le son, donc bravo à eux. Merci aux sponsors qui font que toute cette journée est possible, également la journée de demain. Une petite mention spéciale à Coactive, qui est la société dont je fais partie, qui est sponsor de cet événement. Vous pouvez nous reconnaître, on est tous déguisés un peu pareil, donc si vous nous voyez passer, n'hésitez pas à nous choper par la manche, à venir sur notre stand, il y a des tas de trucs à gagner, voilà. Ça discute à côté. Mon nom est Christophe Kéromen, je suis accompagnateur agile, et ma mission, c'est donner du sens au travail des équipes. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, vous avez mon compte Twitter et vous avez le site web et le compte Twitter de Coactive. Dans cette session, on va parler et s'adresser à Josiane. Alors, qui est Josiane? Josiane, elle fait partie d'une société où jusque-là tout allait bien, elle avait un rôle de manager. Elle peut être à la qualité, elle peut être dans ce type-là, responsable projet, ce genre de choses. Et puis, un beau jour, son N+1 l'appelle et lui dit « Écoute, Josiane, il faut aller vers l'agilité. » Et là, Josiane s'assoit, elle a un grand moment de solitude parce que l'agilité, elle ne sait pas ce que c'est. Elle en a entendu parler et puis la voilà responsable de la transformation agile dans son entreprise. Alors elle se renseigne, elle va au Scrum Day, à Agile France, qui aura lieu bientôt, enfin toutes ces conférences, et puis elle entend parler de choses comme le Lean, mais elle entend parler aussi de Lean Startup, de Lean Canvas, de Lean imaginable, tout ce qu'on veut. Elle entend parler d'Agile, mais elle entend aussi parler de Scrum, d'Extreme Programming, de choses comme ça. Elle entend parler des fois de Kanban, des fois de Kanban, de Kanban, enfin on ne sait pas trop. Donc elle est de plus en plus assise sur son truc et voilà, elle se sent de plus en plus solitaire. Donc cette session est dédiée spécifiquement à toutes les Josianes du monde. Donc je ne sais pas s'il y a des Josianes dans la salle, des gens qui se reconnaissent, des Josians ou des Josianes, hein, on peut avoir les deux. Ok. Donc, la mission de Josiane, organiser le voyage agile 2014. Ça, les managers, ils sont très forts pour vous donner comme ça des ordres de mission. Tout va bien, mais on va où? Donc elle ne sait pas trop, et on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Mais pour ça, on va prendre de l'altitude. Hein, donc on va simplifier les choses. Donc s'il y a des spécialistes là de Lean, Agile, Kanban, je vais simplifier, des fois je vais caricaturer, et puis on va essayer de donner un petit peu des points de repère. Et ces points de repère vont passer principalement par remettre les choses dans un contexte historique. Quand on parle d'agilité, quand on parle de Lean, quand on parle de Kanban, de quoi on parle? Donc on aura 4 chapitres. Le premier traitera de l'agilité. Voilà, on m'a demandé d'être agile. Dans le meilleur des cas, ça et l'agilité, ça va évoquer des post-it, un tableau avec to do, doing, done, c'est des choses qu'on peut avoir vu traîner sur les murs de l'entreprise ou chez des collègues. Certains, un peu plus avancés, ont entendu parler de Scrum, ont déjà vu passer ce genre de message. Mais c'est quoi l'agilité exactement? Alors tout commence avec le monsieur que vous avez pu voir dans la keynote tout à l'heure. Monsieur Alistair Cockburn. Alors j'ai volé son ordinateur. Et j'ai retrouvé dans ses archives un télégramme qu'il avait envoyé. Enfin, c'était pas un télégramme, c'était un fax qu'il avait envoyé, vous voyez, le 27 novembre 2000. Il a organisé une conférence sur des lightweight methods, c'est-à-dire des méthodes légères. Et cette conférence, elle s'est déroulée en février 2001, c'est ce que vous avez dessous. Puis il y avait à peu près 16 personnes qui ont assisté. En fait, il y en avait un qui était caché, où il ne s'est pas déclaré. Enfin, ils étaient 17 au final. Et cette conférence, donc, elle réunissait plusieurs personnes qui étaient promoteurs de méthodes légères. Ces méthodes légères datant
du milieu des années 90. Et tout à l'heure, Alistair nous a dit, ben oui, c'est vers 95 que toutes ces choses-là ont commencé. Hein, j'ai fait quelques modifications rapidement pendant la keynote sur les slides. Et donc, qu'est-ce qui a commencé? Ben, plein de méthodes qui étaient en général portées par une ou deux personnes. XP en 96, Scrum 95 ou 93 ou 95, FDD, DSDM, etc. Donc ces gens-là, ils n'avaient pas beaucoup de visibilité et ils se sont dit peut-être qu'en se regroupant et en essayant de promouvoir ce qu'on a en commun, on va avoir justement plus de visibilité face aux méthodes traditionnelles qu'on juge un petit peu inadaptées aujourd'hui. Donc ils se réunissent à l'initiative d'Alistair Cockburn et en 2001, donc dans cette réunion, ils écrivent, ils rédigent le manifeste agile. Le manifeste agile, hein, Alistair nous a dit tout à l'heure, principalement, c'est au sujet des personnes. Ça consiste à dire, au lieu de vous occuper de vos indicateurs, commencez déjà par vous intéresser aux personnes avec qui vous faites les produits. Des définitions de l'agilité, vous pouvez prendre tous les agilistes que vous pouvez croiser au Scrum Day, chacun vous donnera sa définition. Donc j'en ai une. Alistair nous disait, bah, l'agile c'est avant tout du comportement. C'est au sujet du comportement des personnes. Ce que je vais vous proposer, moi, c'est une définition qui consiste à dire à l'époque, en 2001, qu'on va affronter la réalité. On va sortir de notre monde virtuel d'informaticien, on va déployer un logiciel réel avec de la valeur métier réelle vers des utilisateurs réels qui vont avoir de réels problèmes. Et là, on va essayer de s'adapter aux problèmes qu'on rencontre. Réellement. Pas produire de la doc, des indicateurs qui sont tous verts et on se dit tout va bien, jusqu'au jour où, vous connaissez l'histoire, on arrive au sol et là, ça fait mal. Vous pouvez me dire, oui, ok, milieu des années 95, mais ça commence réellement là ou est-ce qu'on peut remonter encore avant? Alors on peut remonter, on fait tourner la roue de l'histoire. Là, on est un peu loin. Mais on peut remonter effectivement à Socrate. Socrate, la dialectique, l'art du dialogue. Dans le manifeste agile, on trouve la méthode la plus simple, la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe, c'est le dialogue en face à face. Encore une fois, les personnes, la communication. Alors entre Socrate et les années 95, il y a eu un petit peu des choses. Il y a eu des gens qui ont dit des choses comme ça. Le développement logiciel devrait être fait de manière incrémentale, avec la participation continuelle des utilisateurs et avec du replanning et en fonction des coûts à toutes les étapes. C'est tout à fait agile, ça, comme définition. Ça date de 1976 et ça figure dans un document d'un organisme de standardification, hein, le I3E. Donc on peut remonter bien avant 95. Autre exemple, une autre personne qui nous dit « Moi j'irai plus loin et je prétendrai qu'il est impossible pour un client, même en travaillant avec un super ingénieur logiciel, de spécifier complètement, précisément, correctement les exigences exactes d'un logiciel avant d'avoir essayé quelques versions du produit. » On parle bien de développement itératif, incrémental et des choses comme ça. On est bien dans l'agilité. Ce monsieur-là s'appelle Brooks. Il écrit ça en 1975. Dans un bouquin où il y a déjà l'essence de l'agilité et que malheureusement peu de managers, middle managers ont lu aujourd'hui, qui s'appelle The Mythical Man Month, où il démonte le mythe du mois homme sur lequel est basé pas mal de nos chiffrages. Et c'est lui aussi qui est à l'origine de cette métaphore qu'on utilise beaucoup dans l'agilité, qui est que le secret du développement logiciel, c'est qu'on ne fait pas de la construction, comme on fait de la construction dans le génie, civil, avec des briques, avec des architectes, vous voyez, toutes ces choses-là, mais on fait grandir par l'apprentissage un produit. Et c'est fondamentalement différent. Donc ce monsieur Brooks, il écrit ça en 1975. Autre influence, dans les signataires du manifeste agile figure un monsieur qui représente la méthode légère DSDM. DSDM, c'est l'héritier de RAD, Rapid Application Development. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé RAD? Voilà. RAD, vous aviez des timebox, vous aviez du prototypage, des choses comme ça. Vous aviez des notions qu'on retrouve dans les démarches agiles qui sont venues après, au milieu des années 95.
RAD a été formalisé en 1991 dans un ouvrage célèbre, hein, mais on peut faire remonter les origines de RAD à Ivo, donc dans les années 60, donc vraiment au tout début de l'informatique. Martin Fowler, c'est le, alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est le barbu là, qui est en train de faire le facilitateur pour la rédaction du manifeste. Il nous dit que dès le début, il y avait une connexion entre le lean manufacturing et la démarche agile, et que pas mal des développeurs des différentes méthodes agiles étaient influencés par les idées du lean manufacturing. Donc encore une autre source d'influence qui est antérieure à ces fameuses années 95. Autre exemple, Scrum. Donc Scrum, une des méthodes agiles. Aujourd'hui, j'ai pris le bouquin de Claude Aubry qui était pas loin tout à l'heure, la méthode la plus utilisée, hein, largement. Scrum prend son nom déjà dans un article de Takeshi Yononaka qui date de 86, qui s'appelle The New Development Product Game, qui s'intéresse à savoir comment des entreprises qui performent font pour être performantes. Et ils essayent de trouver quels sont les facteurs communs. Et donc ils écrivent un article, et dans ces facteurs communs, ils insistent sur la notion d'apprentissage. Vous voyez, multi-learning, transfer of learning. Et en fait, donc cet article, qui inspirera les créateurs de Scrum, eh bien, le premier créateur de Scrum, qui est Sutherland, nous dit que Takeshi Yononaka était en train de regarder des équipes qui étaient fortement inspirées par le lean manufacturing. De même, Ken Schwaber, qui est l'autre auteur de Scrum, nous dit, en fait, Scrum, ce n'est rien d'autre qu'un process empirique qui est bâti, qui repose sur les principes Lean. Si vous voulez, Scrum, c'est une instance au départ pour le contexte du développement logiciel des principes Lean. Si on résume tout ça, les influences de l'agile, culture occidentale, hein, héritage forcément de la philosophie grecque, le dialogue, la communication, des influences diverses, certaines remontant aux origines de l'informatique. Également la systémique, qu'on n'a pas mentionné jusque-là, mais qui marque en 1975, c'est l'école de Palo Alto, une rupture très nette avec la pensée cartésienne. RAD et le Lean. Plus après, tout un creuset d'autres influences diverses. Donc vous voyez que quand on dit que l'agilité, c'est quelque chose qui a démarré en 2001 avec le manifeste agile, ça c'est juste la date où on a choisi le mot agilité. Le manifeste agile regroupait des méthodes qui dataient elles-mêmes du milieu des années 90, et ces méthodes elles-mêmes ont beaucoup d'influence. Donc l'agilité, en fait, c'est un vieux truc. C'est quelque chose qui nous vient de très loin. Ce qui est important dans l'agilité, c'est qu'on met l'accent sur la collaboration entre les différents acteurs et sur l'amélioration continue des équipes. Ça, c'est juste le bouquin de Weinberg qui permet d'illustrer la systémique. Je vous ai mis pas mal de bouquins, vous aurez les slides, donc c'est des choses que vous pouvez creuser après au fur et à mesure des bouquins. Alors si on regarde un petit peu comment ça a évolué maintenant l'agilité depuis 2001. Donc là, je vous ai mis une photo de Laurent Bossavy. Alors, il n'est pas toujours habillé comme ça. Hein, vous pouvez le croiser au hasard des couloirs aussi. Vous le verrez demain au forum. Vous l'avez vu sur scène ce matin. Ça c'était donc Agile 2011. Ça c'était Agile France, où il était habillé comme ça. En fait, il avait fait un petit graphe pour expliquer qu'il y avait une espèce d'extension du domaine de la lutte de l'agilité. Hein, et qu'au départ, l'agilité, c'était pour des petites équipes de développement logiciel, et puis qu'aujourd'hui, ça s'adressait à plein d'autres domaines, et que petit à petit, ça gagnait l'organisation tout entière. Alistair nous disait tout à l'heure qu'une erreur qu'ils avaient fait en rédigeant le manifeste, ça avait été de dire, d'utiliser le mot software et non pas le mot produit. Et fondamentalement, l'agilité, c'est bien pour faire du produit au sens large. Le software, ce n'est qu'un cas particulier. Donc j'ai repris ce diagramme de Laurent et voilà un petit peu ce qui se passe dans l'agilité depuis 2001. Hein. Donc au départ, on commence avec des équipes. La première méthode agile qu'on connaît en France dans les années 2000, c'est Extreme Programming, XP. Petit à petit, donc ça s'adresse aux développeurs. Petit à petit, c'est remplacé par Scrum. On insiste plus sur la notion de produit, donc on arrive au milieu des années 2000. On s'extrait de plus en plus du développement logiciel.
On va en amont, on va en aval, on va au-dessus. Et petit à petit, on rencontre d'autres problématiques. La mise à l'échelle, comment est-ce qu'on fait quand on a des gros produits avec plein d'équipes? Comment est-ce qu'on fait quand on a plein de produits et donc on a la notion après de portefeuille agile et de choses comme ça qui apparaissent? Comment est-ce qu'on fait pour, ce que disait Alistair ce matin aussi, pour passer de simplement on fait de la démo toutes les 2 semaines à on met en production et on arrive petit à petit à faire même du continuous delivery. Et on a des choses comme DevOps et des choses comme ça qui vont s'intéresser à toute cette problématique-là. Et puis en amont, ok, c'est bien joli, on a des équipes agiles qui font super bien leur boulot, mais est-ce qu'on est en train de faire le bon produit? Et l'apparition de réflexions autour, par exemple, du Lean Startup ou de ce genre de choses. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Fin du premier chapitre. Le Lean dans tout ça. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, le Lean? Le Lean, c'est s'attaquer à ce problème-là. Hein, on a ici un chat qui n'est pas au top de sa forme. Le chat, normalement, il est affûté pour aller attraper les souris. Celui-là, il n'est plus capable de faire grand-chose. Il pourra attraper les croquettes dans sa gamelle, mais plus que ça, il aura du mal. Donc le Lean, l'idée, c'est ça. Hein, c'est de faire maigrir au sens, non pas du régime pour être beau sur la plage, mais au sens d'être affûté, au sens du sportif. Vous savez, comme le boxeur, quand il va se peser avant son combat, ou le judoka, qui sont à leur gramme, leur cuillère de yaourt près pour avoir leur poids de forme. C'est ça la notion du Lean. Donc le Lean, comment ça commence? On va voir qu'il y a 2 saisons dans le Lean. Il y a une première époque, une deuxième époque. Le Lean saison 1, il a un petit peu mauvaise presse, parce que, particulièrement en France, comment ça s'est passé? Ça a été souvent ce genre de scénario. On avait une équipe qui faisait quelque chose, et puis on s'est dit, le Lean, on va les faire maigrir, donc faire maigrir, on va s'attaquer au coût. Le coût, c'est l'humain, donc on va enlever des humains. Ça marche toujours. On continue. Ça marche toujours. Jusqu'au moment où ça marche plus. Et là, la réaction, effectivement, c'est ça marche plus parce que les gens sont incompétents. Bon, là, c'est rigolo. C'est un dessin. Dans la vraie vie, ça a été des vrais morts. Il y a des gens qui ont sauté par la fenêtre, des gens qui se sont pendus sur leur lieu de travail, des gens qui sont allés en dépression. Enfin, voilà, il y a eu des gros problèmes dans cette application du Lean. Alors d'où ça vient le Lean? Au départ, bon, on a cette révolution du Taylorisme, organisation scientifique du travail, donc fin 19e, relayé par Ford, le Fordisme, et ensuite, après-guerre, en particulier chez Toyota, on a toute une démarche pour dire comment est-ce qu'on peut être compétitif par rapport aux Américains pour relancer la construction automobile. Et on a conjonction de plusieurs personnes, mais 2 sont emblématiques. Taishi Ohno, donc, qui était un ingénieur de chez Toyota, qui va mettre en place le flux tiré chez Toyota, et il va céder d'un Américain qui s'appelle Edward Deming, qui est un responsable qualité, qui va lui amener des notions d'amélioration continue. Donc, tous les 2, puis avec tout le reste de l'équipe chez Toyota, petit à petit, ils vont mettre au point donc, un processus de fabrication qu'on va appeler par la suite le Toyota Production System. Ça va donner des résultats. Aujourd'hui, Toyota est numéro 1 mondial. Et les Américains vont se dire, mais comment ils font? Les Japonais, on leur avait mâché sur la tête, on leur a envoyé des bombes atomiques, ils étaient battus, et là, ils sont en train de nous reprendre des parts de marché. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, comme ils ont peu d'informations sur ce qui se passe réellement là-bas, ils vont faire ce qu'en informatique on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un petit peu de l'extérieur, comment ça se passe, et ils vont essayer de comprendre. Et ils vont se dire, ouais, super, on a compris, réduction des coûts, élimination du gâchis. Voilà le truc magique. Et donc, ils vont commencer à former, à écrire des articles là-dessus. C'est ce qu'on a appelé le Lean Boston, parce que c'est issu de cabinets qui sont sur la côte est des États-Unis, en particulier McKinsey, et ils vont commencer donc à populariser donc ce qu'ils vont appeler côté américain le Lean. Donc le Lean, c'est un nom américain donné à la vision américaine du Toyota Production System. Et puis petit à petit, donc ça va être le Lean première génération. Donc on s'attache élimination du gâchis, réduction des coûts. Petite parenthèse, vous connaissez ce bonhomme-là? Yes, Da Vinci Code, donc l'auteur c'est Dan Brown. Alors là, je vais m'amuser un petit peu, vous allez voir.
Donc Dan Brown, j'ai imaginé, vous savez, il écrit toujours sur des complots, des trucs comme ça. Donc j'ai imaginé qu'il écrivait en ce moment sur le Lean son prochain roman. Alors ça pourrait donner un truc comme ça. Donc ça s'appelle Secrètes influences. Ça commence avec un groupe d'ingénieurs américains qui vont enquêter, donc ils traversent pour aller chez Toyota. Ils rencontrent Taishi Ohno, donc le créateur du TPS. Il lui pose plein de questions. Il lui demande mais comment vous avez fait, comment vous avez mis au point ce TPS? Puis Taishi Ohno, vous imaginez, petit japonais, machin, tu sais, il rigole. Et puis il leur dit j'ai tout lu dans les bouquins d'Henry Ford. Ah, ils disent merde, ça ne valait pas la peine d'aller chez les Japonais. En fait, Ford, c'est un gars de chez nous. Et on a raté le truc. Et donc ils retournent lire Ford. Donc, et en lisant Ford, ils s'aperçoivent que Ford, en fait, lui, cite Benjamin Franklin comme étant un de ses grands inspirateurs. Et effectivement, Benjamin Franklin a été un des premiers à écrire sur les processus de construction juste à temps. Ok. Mais Benjamin Franklin, si on résume, le Lean, donc Taishi Ohno est inspiré par Henry Ford. Henry Ford est inspiré par Benjamin Franklin. Benjamin Franklin est notoirement connu comme étant un franc-maçon. Si on regarde comment les gens du Lean présentent le Lean, ils parlent toujours de leurs 3 piliers. Et comment ils le représentent? Comme un temple. En fait, si on assemble tout ça, vous voyez que Toyota ambitionne de devenir numéro 1 mondial, et donc le Lean est un projet des francs-maçons pour contrôler le monde. C'est QFD. Alors bien, le Lean c'est bien autre chose, donc c'est ce qu'on va voir après. On peut faire remonter aussi le Lean bien plus loin que simplement le TPS. C'est une autre philosophie, c'est un autre regard sur les choses. Ici, donc, je vous ai mis une citation de Lao Tse, que n'aurait pas renié, je pense, Taishi Ohno. Et c'est tout l'intérêt du Lean, c'est que c'est une influence orientale. Donc on va arriver à notre Lean saison 2. Ce qui va se passer, c'est que Toyota se rend compte qu'il y a un certain décalage entre ce que eux pratiquent et la vision du Lean telle qu'elle est décrite par les Américains. Et donc ils vont commencer à faire eux aussi des conférences, à publier, à décrire comment ils font. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de problèmes dans l'interprétation qu'on avait. Première chose, penser que le Lean, ça ne sert que pour le manufacturing. Et là, on dit non. Le Lean, ça peut s'appliquer à n'importe quel processus, à n'importe quel métier. Ce n'est pas une tactique ou un programme de réduction de coûts, mais c'est une manière de penser et d'agir au sein de l'organisation tout entière. Donc ça, c'est très très nouveau par rapport à la vision du Lean qu'on avait précédemment. Donc, par rapport à notre Lean saison 1, on va rajouter des nouveaux auteurs qui vont amener une autre vision du Lean. Donc, je vous ai mis 2 bouquins importants, le Toyota Kata et le Lean Management de Michael Ballet, qui sont des ouvrages de référence. Et là, aujourd'hui, dans ce Lean deuxième génération, on va beaucoup plus parler de Lean Management. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe derrière dans l'entreprise qui permet le Lean Manufacturing. Et on s'aperçoit en fait qu'on a réellement une notion de culture Lean. L'entreprise va développer une culture Lean. Qu'est-ce que c'est que cette culture? Régis Medina, qui fait partie d'une entreprise qui s'appelle Opera Partner, a écrit un bouquin avec ses petits camarades où il nous dit que ce Lean Management, c'est le culture Lean, ça consiste à apprendre. Vous vous souvenez de Takeshi Nonaka? Apprendre. Apprendre des pratiques pour développer les compétences requises afin de produire plus de valeur. Voilà l'important. Bien sûr, avec le moins de gâchis. Mais ce n'est pas ça qu'on met en premier. Donc, fondamentalement, le Lean, avant tout, c'est un système d'apprentissage. Vous retrouvez cette vision-là chez Pierre Pezzardi, avec dans cet excellent bouquin qui est le Lean Management. Le Lean, ce n'est pas un corpus figé d'outils, hein, les 5 why, la 3 solving, enfin toutes ces choses-là, du style, entendez, Six Sigma et ces choses-là. C'est une dynamique quotidienne d'amélioration continue. Emmenée par la base, l'amélioration continue vient du bas, mais elle est soutenue par les cadres. C'est un travail ensemble au sein de l'entreprise. Donc ce travail repose sur la notion d'amélioration continue. Amélioration continue, en japonais, ça se dit Kaizen, le changement pour le bon. Et le Kaizen, principalement, va être utilisé sous la forme d'un modèle scientifique, qui est le PDCA, qui est l'apport, enfin un des apports de Deming au processus.
Donc je vais vous raconter, je vais vous donner un petit exemple de PDCA, une histoire d'amélioration continue. Cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le petit guide de Management Lean à l'usage des équipes agiles, qu'on a coécrit à 10, donc avec un certain nombre de camarades, dont Raphaël, que vous retrouverez demain pour l'Open Space. Et dans ce bouquin-là, l'histoire que je vais vous raconter, ça s'appelle « Joue-la courte et précise ». Ce bouquin est en libre téléchargement sur leancamp.fr, PDF, EPUB, tout ce que vous voulez. Si vous voulez la version papier, vous pouvez l'acheter sur Lulu, on n'y touche rien, c'est juste le prix d'impression. Donc ça commence, le client est mécontent car l'équipe de développement met 2 fois plus de temps qu'il ne souhaite sur les projets. PDCA, le P, on commence par faire planification des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Première hypothèse naturelle, c'est parce qu'on a des freins, des obstacles qui ralentissent notre progression. Donc on va se dire comment est-ce qu'on peut mesurer la solution qu'on va essayer de mettre en place pour voir si elle répond effectivement à cette hypothèse-là. Donc dans la phase d'action, le do du PDCA, chaque développeur qui constate un frein ou un blocage va le mentionner sur un poster avec une estimation du temps perdu. Au bout d'un moment, phase check, on s'arrête, on regarde nos métriques et on s'aperçoit ici qu'on a moins de 2 heures perdues par semaine. Comparé aux 60 jours hommes du sprint, c'est pas ça le problème. Donc on continue, on refait un tour dans notre PDCA. Donc on refait un P, une hypothèse, peut-être que notre problème c'est le refactoring, on passe notre temps à faire du refactoring, ou bien alors peut-être que notre problème c'est l'automatisation des tests d'acceptance. On va refaire des mesures, donc on repasse en do. À chaque daily scrum, on note exactement sur quoi on travaille, check. Les tests d'acceptance automatisés représentent 5,5% du temps de travail, le refactoring à peine 2%. C'est pas ça qui nous ralentit. On continue. On refait un tour. À chaque fois, le principe du PDCA, c'est que dans la phase de check, quoi qu'il arrive, qu'on ait trouvé une amélioration ou pas, on est content. Pourquoi? Parce qu'on a appris quelque chose. Ici, on a appris qu'on avait une mauvaise réponse à notre problème. Donc on est super content parce que c'est quelque chose qu'on peut éliminer. On continue. C'est peut-être les tests unitaires. Tout le monde sait que rédiger des tests unitaires, ça prend beaucoup de temps. Donc on teste. Et là, on se dit, pendant le pair programming, pendant 20 demi-journées, le copilote va noter à la minute près ce qu'on est en train de faire. Résultat, check, moins de 20% en TDD, compréhension des specs, 4%. Et là, sur ces chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, notre problème, enfin au moins un endroit où on a du gras, c'est qu'on met 22% du temps à comprendre notre existence. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et puis on se dit, mais où on va le brancher dans notre code existant? Et là, on passe énormément de temps. Donc là, on a un facteur de gain de temps énorme. On y va, on refait un PDCA, on met en place une action corrective, et là, simplement, quand je ne sais pas quoi faire, je demande à quelqu'un qui connaît déjà le programme, dans quelle classe je vais rentrer pour mettre le code existant. On refait un tour, on mesure, et on constate effectivement que ça nous permet d'aller 2 fois plus vite. Donc cette histoire de PDCA, on teste des hypothèses, on mesure, et on s'aperçoit, est-ce qu'on a amélioré la situation ou pas. Si on regarde Scrum, comme nous disait Ken Schwaber, ce n'est rien d'autre qu'un grand PDCA. C'est ce que Matthew Oxon représente sur ce slide-là. Scrum, c'est juste du PDCA built-in. Vous n'avez pas à le faire, c'est fait pour vous. Donc Toyota, champion du contrôle technique, Toyota très très fort sur la qualité, parce que grâce à ces mécanismes qui sont vraiment dans la culture de l'entreprise, on a 1,5 million de suggestions d'amélioration qui remontent de la base, et parmi celles-là, on a 95% qui sont mises en jeu. Donc c'est énorme. Et un des dirigeants de Toyota peut nous dire, eh oui, c'est comme si on pouvait sentir dans l'air l'amélioration continue quand on est chez Toyota. Résumons cette histoire du Lean. Donc, on a le Toyota Production System, d'abord le Lean Thinking, le Lean Manufacturing, donc milieu des années 90. Ça va influencer Scrum, ça va influencer le manifeste Agile. En 2003, il y a un ouvrage de Marie et Tom Popendick qui s'appelle Lean Software Development, LSD, qui va aussi influencer la communauté Agile. Et puis, vous voyez que le Lean va continuer à évoluer. On va voir le Lean Management, le Lean IT, qui est une démarche du Lean Management dans le domaine de l'IT, et qui aussi influence la communauté Agile. Donc vous voyez qu'on retrouve
tout au long de l'histoire, sur les 15 dernières années, une influence récurrente du Lean sur l'agilité et sur la communauté Agile IT. Et donc, pour compléter notre graphe de tout à l'heure, dans notre démarche pour aller hors de l'IT, dans notre démarche pour rendre l'organisation agile, le Lean prend toute sa place comme un outil qui nous permet de recueillir les améliorations proposées par les opérationnels et de dialoguer avec le top management. L'objectif étant de provoquer un changement culturel. Bien. Agile, Lean, c'est fait. Kanban. Hop là, j'étais un peu vite là-dessus. Kanban, David Anderson, son créateur, dit qu'il s'agit d'être comme de l'eau. C'est l'image de Bruce Lee avec l'art martial, c'est-à-dire de ne pas s'opposer aux choses, mais de contourner les rochers. Kanban, c'est le pays du flux. Le gros apport de Kanban dans notre réflexion, c'est d'amener une vision du développement produit comme étant un flux de production. Kanban, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un mot japonais, encore une fois, qui signifie simplement étiquette, carte. Et ces étiquettes et ces cartes, vous voyez ici un modèle qui vient de chez Toyota. Donc au départ, le Kanban, Taishi Ohno nous dit, c'est l'outil utilisé pour faire fonctionner le système juste à temps. C'est ce qui nous permet quand on a une demande client, de pouvoir remonter tout le flux de fabrication, comme des saumons. Hein. Les saumons, c'est nos étiquettes Kanban, qui remontent pour demander de fabriquer, de s'approvisionner en ressources, etc., pour pouvoir construire notre produit. Donc le Kanban, c'est l'outil opérationnel du Lean Manufacturing. Quel rapport avec l'IT? En 2008, on a un agiliste, David Anderson, qui a des problèmes, on verra ça tout à l'heure, et qui écrit un bouquin qui décrit la méthode Lean Kanban. Donc vous avez ce bouquin, il est traduit en français, vous pouvez vous le procurer. En 2012, Laurent Morisseau, donc un auteur français, a écrit un autre livre qui s'appelle Kanban pour l'IT, où il reprend tout le travail de David et en fait donc une version un peu plus opérationnelle qui s'appelle donc Kanban pour l'IT. Et là, de quoi est-ce qu'on parle? Donc David Anderson, quand il commence sa réflexion, il est agiliste et il a deux problèmes principaux majeurs avec l'agilité. Le problème, c'est que quand il essaye de mettre en place une approche comme Scrum, par exemple, il rencontre énormément de résistance. Pourquoi? Parce que Scrum apporte des changements de rôle, apporte des nouvelles activités, donc apporte un cadre qui est assez prescriptif. Et donc il y a des cas où ça ne se passe pas bien, résistance aux changements apportés par Scrum. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que dans Scrum, vous fermez la porte au product owner pendant la durée du sprint. Le sprint backlog, il est figé après le sprint planning. Et donc, dans les environnements où vous avez besoin de pouvoir accueillir le changement, les gens ils vous disent juste « mais avant, c'était mieux. Avant, on pouvait changer tout le temps ce qu'on faisait. Maintenant que vous avez mis Scrum en place, toutes les deux, on est obligé d'attendre 2 ou 3 semaines ou 4 semaines avant de pouvoir apporter des changements. » Ça ne va pas du tout. Et ça, il est très malheureux avec ça, Anderson, et puis il essaye différentes choses. Donc il va s'inspirer de tout un tas de mouvements qui sont là. Le premier, c'est la théorie des contraintes, en particulier la manière dont on gère les goulots d'étranglement. Donc ça, c'est popularisé par un monsieur qui s'appelle Goldratt. Il va également utiliser de manière approfondie les travaux d'un auteur majeur qui s'appelle Donald Reinertsen, qui amène l'approche de regarder le cycle de vie du développement logiciel comme un flux de création de valeur. Donc c'est là qu'on fait intervenir la notion de flux. Et puis il va prendre des idées du Lean, le système visuel de suivi des changements d'état, fameux tableau Kanban, et des approches du Lean Thinking, la réduction de la variabilité et la pose de contraintes sur les encours. Avec ça, il va mixer et il va proposer ce qu'il va appeler la méthode Kanban. J'ai vu, hein, on est en retard. Donc la méthode Kanban, c'est composé de quoi? C'est composé de cartes Kanban. La carte Kanban représente un élément de travail, c'est-à-dire ce qu'on est en train de réaliser. Ces cartes Kanban vont parcourir un flux de production. C'est ce qu'on appelle le système Kanban. Et il s'agit là d'un flux tiré qui va faire avancer les cartes Kanban. Pour limiter la variabilité de production de ce flux, on va mettre des limites sur le travail en cours sur chacun des états. C'est ce qu'on appelle les limites Kanban. Et
pour voir comment tout ça, ça fonctionne, pour visualiser nos problèmes, on va représenter notre flux sur un tableau, c'est ce qu'on va appeler le tableau Kanban. Tout ça, c'est utilisé par Toyota. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode Kanban? Qu'est-ce qu'on rajoute par rapport à ça? Ben, la méthode Kanban, telle que vous la trouvez décrite sur les flyers de David Anderson, en fait, ce sont des principes, alors je vous les ai traduits ici. Commencez là où vous en êtes. Vous vous souvenez, résistance au changement, on ne change rien au départ. Simplement, vous vous mettez d'accord qu'on va faire un changement incrémental, alors ce qu'il appelle évolutionniste. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'idée, c'est que petit à petit, ça va faire évoluer les choses. Au début, on respecte les rôles. On n'amène pas du Scrum Master, du Product Owner, on prend les rôles existants. Simplement, on va encourager la prise de responsabilité à tous les niveaux. Et comment est-ce qu'on va mettre en place le changement? Ben, le changement, ça va venir avec les pratiques du cœur de Kanban. Première chose, visualiser le flux, visualiser les problèmes, de manière à ce que tout le monde voit le même problème et que tout le monde s'accorde sur la nécessité d'agir sur ce problème. Ensuite, pour que justement il y ait une nécessité d'action, on va limiter le travail en cours. C'est-à-dire que ces limites vont amener à ce que quand on rencontre un problème, le travail soit bloqué et qu'on ne puisse pas faire autrement que d'agir sur la source du blocage. On va gérer le flux, on va rendre explicites les règles du processus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un état à l'autre, d'une colonne à l'autre dans notre tableau. On va développer des boucles de rétroaction pour apprendre, et puis, petit à petit, on va mettre en place notre processus d'amélioration continue en utilisant différents modèles. Donc après, je n'ai pas le temps de rentrer plus avant dans le cœur de la méthode. David Anderson nous dit, ce Kanban-là, en fait, moi j'appelais ça Kanban, c'est juste un nom. Ma définition, c'est un catalyseur d'amélioration au travers des systèmes Kanban et des tableaux visuels. Ça tire son nom de l'utilisation de Kanban, d'étiquette Kanban, mais c'est juste un nom. Et en particulier, il y a toute une mauvaise interprétation des gens qui viennent du Lean et qui ne comprennent pas bien ce que c'est que la méthode Kanban. Et donc il dit, bah, quiconque pense que Kanban se résume à Kanban est réellement dans l'erreur. Alors là, je ne sais pas, fermez les yeux un petit moment, je vous le refais. Quiconque pense que Kanban se résume à Kanban est dans l'erreur. Tout le monde est dans l'erreur. Hein, parce que comment vous faites la différence entre le premier Kanban et le deuxième Kanban à l'oral? Je ne sais pas faire. Toute la subtilité là-dedans, c'est que le premier Kanban, il a un K majuscule. Ça désigne la méthode Kanban. Tandis que le deuxième Kanban, qui est en minuscule, désigne les tableaux et les systèmes qui sont utilisés dans le Lean Management. Et vous voyez que là, on a effectivement, fondamentalement, dans le choix même du nom au départ, quelque chose qui fait qu'on a une incompréhension avec les gens qui font du Lean. Alors que réellement, la méthode Kanban, c'est quelque chose de complètement différent. Depuis, Lean Kanban a évolué vers une marque qui représente le Lean, implémenté en se focalisant sur le flux et l'adoption d'une culture Kaizen. Ça, c'est ce que nous dit David Anderson. Là, deuxième niveau d'incompréhension, on ne comprend pas bien pourquoi on a besoin d'une nouvelle marque pour représenter le Lean, puisqu'on a déjà le Lean. Pourquoi encore prendre un autre nom pour faire la même chose? Et là, David Anderson nous dit, bah, c'est pour nous différencier du Lean première génération, ce fameux Lean Boston qui est orienté top-down, qui a une non respectueux des personnes et qui a une mauvaise image. Donc, en gros, quand on parle de Lean Kanban, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le Lean Management qu'avec le Lean Boston première génération. Celui-là. Lean Kanban, petit à petit, ça devient un écosystème. On a une Lean Kanban université, on a tout un système d'accréditation, de certification, de formation, etc. On a une conférence qui se déroule dans plein de pays. Donc il y a la conférence Lean Kanban France. Il y a peut-être des gens de Lean Kanban France là? Non? L'an dernier, à Lean Kanban France, on distribuait des magnifiques casquettes. Donc on avait tous notre casquette, c'était gratuit. On a une communauté sympa, on se reconnaît entre nous, etc. Super. Il y a juste un problème. C'est quand on tourne la casquette. Tout ça, ça appartient à un monsieur qui s'appelle David J. Anderson. Donc la méthode Kanban, c'est une méthode qui appartient à monsieur Anderson. Là, ça coince un peu. Donc c'est pour ça que vous avez des initiatives comme Open Kanban. Par exemple, moi j'ai contribué à faire la traduction en français de ça, qui est une initiative open source pour avoir une approche Kanban qui ne soit pas trademarkée par monsieur Anderson.
Et avec toute la valeur de ce qu'a apporté Anderson, c'est juste le problème que c'est à lui, quoi. Le succès de Kanban, énormément de succès, mais 6% quand même, hein. Donc on est loin des 52% de Scrum. L'intérêt, c'est que petit à petit, il y a une émergence. Il y a un réel intérêt de plus en plus pour aller vers Kanban et pour aller vers une forme qui mixe Scrum et Kanban, qu'est-ce qu'on appelle le Scrumban. Dans la version 2013 de cette enquête, vous voyez, Scrumban, c'est 7%. Ça représente encore peu, mais on a une vraie émergence, hein, de cette approche-là. Donc voilà. Donc David Anderson va positionner de plus en plus Lean Kanban comme une agilité métier 2.0, c'est-à-dire quelque chose qui s'abstrait de l'informatique, du développement logiciel, et qui va être un outil de changement culturel de l'organisation. C'est vraiment son positionnement d'aujourd'hui. Hein, il nous dit, Kanban, c'est une méthode pour l'adaptation de l'organisation et l'amélioration de l'agilité métier. Donc on parle d'agilité métier 2.0, sous-entendu 1.0, c'est le manifeste agile, c'est les méthodes des années 90. Et donc il y a tout un travail qui est fait pour dire c'est le chemin alternatif vers l'agilité, entendez alternatif à Scrum. Donc si on replace maintenant Kanban sur notre schéma, ben, Kanban ça vient effectivement en agilité métier, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de travailler au niveau du changement culturel de l'organisation. Quelque chose qui va nous permettre donc cette extension du domaine de la lutte de l'agilité. Ok, chapitre 4 et fin. Josiane. Josiane, elle est toujours fatiguée. Parce que tout ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Les Kanban, hein, Lean première génération, deuxième génération, les petits Kanban, les grands Kanban. Je dis, mais moi, mon problème, c'est qu'on m'a demandé de mettre en route vers l'agilité. On m'a dit, voilà, je fais quoi? Je choisis quoi? Qu'est-ce que je prends? Je prends Lean, Agile, Kanban, qu'est-ce que je fais? Si on pouvait imaginer un film hollywoodien, vous savez, ces films en péplum avec les gars en toge et puis avec les sandales, là, où on aurait la rencontre magique entre Socrate et Lao Tse, est-ce qu'ils pourraient communiquer? Qu'est-ce qui se raconterait? On pourrait imaginer que Lao Tse raconte à Socrate cette histoire. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Importance de l'apprentissage. Ce à quoi Socrate répondrait, ouais, je suis d'accord, parce que moi je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Lui répondrait amélioration continue. Apprentissage, amélioration continue, ils sont en train de parler d'agilité, ces deux gars-là. Super. Donc ils peuvent s'entendre. Et Gerald Weinberg, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un des pionniers du système thinking, nous dit en fait, quand on a un système complexe, donc en systémique, on a la loi de complémentarité, c'est-à-dire que chacun des points de vue du système est complémentaire. On ne peut pas avoir une vue unique d'un système complexe, sinon la vue serait aussi complexe que le système lui-même. On ne peut avoir qu'un ensemble de vues. Et Lean, Agile, Kanban sont juste des vues différentes et complémentaires d'un système complexe. Donc, encore une fois, je vous renvoie à System Thinking de Weinberg. Martin Fowler, donc souvenez-vous, signataire du manifeste Agile, nous dit vous prenez pas la tête, quoi. Vous n'êtes pas en train d'appliquer Agile ou Lean, vous appliquez Agile et Lean. Parce que, en fait, quand vous utilisez des pratiques, c'est juste, est-ce que vous êtes en train explicitement ou implicitement d'utiliser des idées qui viennent, en fait, du Lean Manufacturing? L'approche centrée sur les personnes, la responsabilisation des équipes, la planification adaptative, l'amélioration continue, tout ça, ça vient effectivement du Lean. Et il nous reste 2 minutes. Donc on va essayer de trouver un petit peu une réponse pour Josiane. Donc notre problématique aujourd'hui, changement agile de l'organisation, aller vers des entreprises agiles, ça ne peut se faire qu'en mixant des approches bottom-up, où on écoute les opérationnels, où on écoute les idées qu'ils ont pour résoudre les problèmes, avec une démarche top-down, où on écoute les managers, où les managers savent transmettre la vision stratégique de l'entreprise. Donc pour ça, il faut mettre en place une transformation d'organisation
qui va reposer sur l'amélioration continue et qui va être basé sur l'apprentissage des équipes. Donc, sur quelque chose qui est fortement inspiré par le Lean Management. Tout ça, ça suppose effectivement un changement culturel. Laurent Bossavi, petit astérix de tout à l'heure, là nous disait, en parlant de 2001, donc c'était au moment de la rétrospective sur les 10 ans du manifeste agile, il nous disait, pour moi, ce manifeste agile, en fait, après coup, je me rends compte que ça représente réellement une seule chose. C'est que ça marque non pas le début du mouvement agile, en fait, ce qu'on peut penser a priori, mais le commencement de la fin de toutes les marques. DSDM, XP, RAD, Scrum, etc. C'est ce que pensait Laurent. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui se passe, je ne suis pas sûr que malheureusement Laurent ait raison. On a un petit peu plutôt aujourd'hui une prolifération des marques et du coup beaucoup de problèmes pour les Josiane pour s'y retrouver dans cette espèce de jungle grandissante de toutes les approches pour faire de l'agilité, pour travailler sur le produit, sur le déploiement, etc. Toutes ces marques ont quelque chose en commun, c'est-à-dire que il y a un auteur qui va aller grappiller des choses qui sont dans l'air, il va les arranger à sa sauce, il va faire un bouquin, il va mettre un nom marketing qui va bien, il va vendre du consulting, de la formation, il va faire des conférences et il va faire du business avec. Hein, tout ça, c'est exactement le même modèle. Et c'est pas mal comme modèle, ça marche. Allez, j'y vais. Je vous en propose un. Un nouveau modèle, donc un nouveau gourou. C'est une grande première, hein, c'est le lancement officiel. Voilà, mon nouveau modèle, Bob l'éponge. Pourquoi Bob l'éponge? Parce que quand je fais des formations agiles, j'ai l'habitude justement d'expliquer que l'agilité pour moi, c'est comme une espèce d'éponge qui absorbe toutes les pratiques qui sont à sa portée pour nourrir son agilité, et son agilité reposant sur le manifeste agile, comme l'a expliqué Alistair ce matin. Dans le manifeste, il n'y a pas de pratique. Il y a des valeurs, il y a des principes, et les pratiques, on les absorbe. Et donc cette éponge grossit, grossit, grossit. Et donc ma vision des choses, c'est rejoignons Bob l'éponge pour avoir une transformation de la culture des organisations. Et le slogan, c'est Bob, l'éponge agile, pour tous. Beau programme. Et Josiane? Josiane va mieux. Voilà. Merci. Il reste un petit peu de temps pour des questions? Donc une. Une. S'il y a une... Ou pas. Quelqu'un ou un ajout, un complément, un témoignage, une histoire drôle, ce que vous voulez. Oui. Il y a une règle, on est obligé de parler dans le micro parce qu'on est filmé. Donc là maintenant, bienvenue au club, vous allez être filmé. Voilà. Pourquoi le prénom de Josiane? Pourquoi le prénom de Josiane? Ça renvoie donc à une approche qu'on utilise en amont de définition des produits, qui est l'utilisation des personas, qui consiste à réfléchir à un archétype d'utilisateur final de notre application. Et il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence justement qui était un retour d'expérience sur l'utilisation des personas et qui s'appelait « Comment Josiane a sauvé notre projet ». Et j'avais adoré la conférence. Et voilà, ça m'était resté. Maintenant, quand je présente à des équipes la notion de personnage, j'utilise toujours Josiane, parce que je trouve que le nom est sympa et tout ça. Et donc, voilà, je l'ai réutilisé. Et c'est un cas réel, c'est-à-dire que j'ai effectivement rencontré ces personnes-là plusieurs fois. Et donc, j'en ai fait un archétype qui s'appelle Josiane. Voilà, donc, c'est tout. Fini? Merci.